Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce beau jeudi, le 3 mars 2022. On commence notre édition tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure des projets résidentiels nationaux à Giza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'inauguration d'un nombre de projets résidentiels dans les villes de 6 octobre et de Sheikh Zayed au gouvernorat de Giza. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mercredi à l'inauguration de nombre de projets nationaux dans les secteurs du logement et des routes dans les zones des nouvelles cités d'Octobre et de Sheikh Zayed. Ont été présents à la cérémonie le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Le président el-Sisi a enjoint au gouvernement d'examiner la mise en place de nombre d'axes routiers dans les zones surpeuplées dans le gouvernorat de Gizeh pour faciliter le déplacement des citoyens. Le chef de l'État a également affirmé que les projets routiers à Gizeh ne sont pas inférieurs à ceux de l'Est du Caire. Un large processus de développement d'axes routiers est entamé et nous adoptons le principe d'indemnisation des citoyens en cas d'élimination pour l'intérêt public, a souligné le président el-Sisi. Il a en outre rassuré que les projets routiers mis en place visent notamment à faciliter le déplacement des citoyens sans souffrance, soulignant que le ministère des Transports a établi des projets d'un montant de 1,6 trillion de livres égyptiennes. Commentant une présentation du chef de l'autorité du génie aux forces armées et Hablefort sur le développement des routes à Gizeh, le chef de l'État a jugé important le réaménagement des routes et des axes dans les zones surpeuplées dans ce gouvernorat, ce qui, selon lui, exige l'élimination de certains bâtiments et l'indemnisation des citoyens. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, ces inaugurations d'hier par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le gouvernorat de Giza, plein de projets, et un nombre a été mentionné au cours de cette inauguration. Alors, le nombre de 1,6 trillion de livres égyptiennes que le ministère des Transports a utilisé pour des projets de par la République tout entière. Alors, comment voyez-vous ce chiffre et son rendement sur l'économie égyptienne? Allô? Oui, le rendement est clair, c'est-à-dire la quantité de réseaux routiers qui ont été construits, oui. Ils ont un impact très positif sur l'économie. Ils réduisent le temps de transport pour les passagers, pour les marchandises, etc. Donc, c'est une chose très importante pour l'économie. Et non seulement ça, mais je veux dire qu'il y a non seulement des réseaux routiers qui lient des villes aux autres, des villes au port, etc., mais dans les villes elles-mêmes, c'est-à-dire dans le Caire, il y a tellement de taxes qui ont été construites pour, disons, présenter une vie meilleure aux citoyens caïrotes ou aux citoyens égyptiens en général. Oui. Ça réduit son effort, ça réduit son temps pour aller d'une place à l'autre, d'aller de chez lui au travail, etc., ce qui le rend plus actif et plus productif. Donc, un chiffre vraiment colossal, et c'est vraiment admirable que cette quantité de projets soit exécutée dans si peu de temps. Tout le monde est vraiment admire ce qui est arrivé, et ça pourrait normalement prendre des dizaines d'années, mais avec les directives du président, etc., on a pu réaliser ça dans un temps record. Oui. L'infrastructure, je dirais, est une des facteurs essentiels d'une économie moderne, d'une économie progressante. Comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne? Absolument. C'est-à-dire un investisseur, que ce soit
local ou en provenance de l'étranger. Tout ce qu'il veut, c'est un environnement sain et préparé pour son investissement. Infrastructure, ça représente le pilar essentiel pour l'investisseur. Donc si jamais il trouve l'énergie disponible, le transport disponible, les réseaux routiers disponibles, etc., avec des législations qui facilitent l'investissement. Donc ça, c'est un centre d'attraction pour les capitaux et locaux et étrangers. Donc investisseurs, ils ont besoin d'infrastructures et c'est pour ça que on a donné toute cette importance et toute cette concentration sur l'infrastructure pour être prêt justement au développement. Ça, c'est essentiel à n'importe quel développement. Donc, on doit parler encore une fois logement parce que ça fait partie de l'infrastructure pour essayer de présenter aux citoyens un logement qui soit confortable, qui soit raisonnable accessible sur le plan prix et que soit respectable pour qu'il... C'est ça. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information dans le cadre du soutien et du renforcement des relations de coopération sécuritaire avec les pays arabes frères. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, s'est rendu en Tunisie à la tête d'une délégation sécuritaire de haut niveau afin de participer aux travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, dont les activités ont débuté hier, le 2 mars, dans la capitale tunisienne. À son arrivée à l'aéroport de Carthage, le général Tawfiq a été reçu par le ministre tunisien de l'Intérieur ainsi que par l'ambassadeur d'Égypte en Tunisie, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et de hauts dirigeants du ministère tunisien de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur égyptien a souligné l'importance de participer aux activités de la session du Conseil à la lumière des défis sécuritaires croissants auxquels sont confrontés les pays arabes, soulignant la nécessité d'activer les mécanismes bilatéraux et multilatéraux de coordination de la sécurité entre les services de sécurité arabes pour faire face aux défis liés à la propagation de l'idéologie extrémiste. Il a également remercié son homologue tunisien pour l'hospitalité et l'accueil accordé à la délégation égyptienne, saluant les efforts inlassables déployés par le ministère tunisien de l'Intérieur et le secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur pour la réussite des activités de sa session ministérielle annuelle. Et la Ligue arabe a déclaré qu'elle suivait avec une grande préoccupation les développements en Ukraine et leurs graves conséquences militaires et humanitaires. L'organisation, qui a tenu une réunion d'urgence lundi à la demande de l'Égypte, a affirmé qu'elle soutenait tous les efforts visant à résoudre la crise par le dialogue et la diplomatie d'une manière qui préserve la sécurité et la sûreté des peuples dans cette importante région du monde. Durant la réunion présidée par le Koweït, la Ligue arabe a souligné l'importance du respect des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. La Ligue a également mis l'accent sur l'importance d'une coopération et d'une coordination continue entre les pays arabes pour maintenir la sécurité et la sûreté des communautés actuellement présentes dans la région, pour faciliter le passage de ceux qui souhaitent traverser vers les pays voisins et pour maintenir la sécurité et la sûreté des membres des missions diplomatiques arabes. Le secrétaire général adjoint, Hossam Zaki, a jugé impératif pour tous les pays et toutes les organisations pacifiques d'agir rapidement afin de mettre terme à l'escalade, rétablir le dialogue et régler la crise par la diplomatie. Et concernant le dossier libyen, la Libye s'est retrouvée mardi avec deux gouvernements rivaux après que le Parlement a approuvé un nouvel exécutif dirigé par l'ex-ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha, défiant le cabinet en place qui refuse de céder le pouvoir avant la tenue d'élections.
Lors d'un vote susceptible d'exacerber les tensions entre camps rivaux, le Parlement a approuvé l'équipe de M. Bachara par 92 voix sur les 101 députés présents. C'est ce qu'a annoncé son président à l'issue d'une brève séance dans la ville de Tobruk. La séance initialement prévue lundi, mais reportée pour apporter des ajustements à la liste gouvernementale, a débuté avec la lecture des noms des membres 29 ministres, 3 vice-premiers ministres et 6 ministres d'État avant un vote à main levée. Cette équipe gouvernementale pléthorique, qui sera théoriquement basée à Tripoli, compte 2 femmes seulement. Chaque député devrait voter à l'appel de son nom, mais le président du Parlement, Aqila Saleh, a déclaré que la confiance avant que la lecture de tous les noms ne soit achevée. La prestation de serment devant le Parlement est prévue ce jeudi. Le gouvernement en place à Tripoli, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Beiba, a immédiatement dénoncé dans un communiqué une fraude évidente dans le décompte des voix et affirmé que le quorum nécessaire pour accorder la confiance n'a pas été atteint. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté lundi en faveur de l'adoption d'un projet de résolution sur le Yémen qui étend la portée de l'embargo sur les armes visant les dirigeants de la milice Houthi, dont Abdelmalek al-Houthi, à l'ensemble des membres du groupe soutenu par l'Iran. Par ailleurs, le Conseil a pour la première fois désigné les Houthis comme un groupe terroriste à la suite d'une série d'attaques transfrontalières de drones et de missiles ciblant les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite et d'un large éventail de violations touchant le peuple yéménite et la communauté internationale. Il a même renouvelé les sanctions financières et l'interdiction de voyager imposées aux hauts responsables de la milice Houthi pour une année supplémentaire. La résolution 2624 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été soumise par les Émirats arabes unis, condamne la poursuite de la livraison d'armes et de composants d'armes aux Houthis de l'extérieur du Yémen en violation de l'embargo sur les armes établi par la résolution 2216 en 2015. Elle exhorte ainsi tous les États membres de l'ONU à intensifier leurs efforts pour lutter contre la contrebande d'armes et de composants à travers les voies terrestres et maritimes afin de garantir l'application de l'embargo. L'Iran est accusé de fournir aux Houthis des entraînements ainsi qu'un arsenal croissant d'armes et de technologies sophistiquées, notamment des missiles guidés anti-chars, des mines marines, des drones chargés d'explosifs et des missiles balistiques et des croisières et des véhicules maritimes sans pilote. 11 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté en faveur de la résolution. Et 3 Palestiniens ont été tués mardi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée lors de 2 incidents distincts. C'est ce qu'a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Ammar Shafiq est mort après que les forces israéliennes ont ouvert le feu dans sa direction dans le sud de Bethléem. C'est ce qu'a indiqué le ministère sans autre précision. La victime était originaire d'un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie. Des affrontements avec l'armée israélienne éclatent régulièrement en Cisjordanie en marge de manifestations contre la colonisation israélienne ou des arrestations dans les localités palestiniennes par les forces israéliennes. Également mardi, avant l'aube, 2 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans des échanges de tirs dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. D'après la police aux frontières israélienne, les tirs se sont produits lors d'une opération au cours de laquelle un suspect palestinien recherché a été arrêté. À Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, des heurts ont eu lieu entre manifestants palestiniens et soldats israéliens. Les manifestations étaient en solidarité avec les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.
Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition pour cette semaine de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.